La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Thibaut le fils a commencé à s'intéresser à la pâtisserie via les trompe-l'œil. Captivé par les techniques et les visuels léchés, il a donc rapidement acquis de solides compétences en la matière. De son côté, Émilie Misson est une passionnée de pâtisserie depuis son plus jeune âge, durant lequel elle faisait déjà 1001 recettes avec ses grands-mères. Et quand ils se sont rencontrés sur le tournage de l'émission d'M6 Le meilleur pâtissier en 2024, ils ont partagé leurs univers respectifs. Tous deux amateurs et amatrices de pâtisserie, à la sortie de l'émission, ils n'avaient qu'une idée en tête, se professionnaliser dans ce secteur. Aujourd'hui, ils sont donc créateurs et créatrices de desserts et de contenus sur les réseaux sociaux à temps plein et s'amusent à créer aussi bien ensemble que séparément. Et pour tous les amateurs et amatrices de trompe-l'œil, ils viennent d'ailleurs de publier leur premier ouvrage, Gâteau trompe-l'œil, aux éditions Larousse. Bonne écoute! Bonjour Émilie, bonjour Thibaut, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Je suis contente de pouvoir vous rencontrer. Et du coup, pour commencer, je voulais un peu revenir sur chacun votre parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, chacun de vous deux, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit? Moi, quand j'étais petite, j'adorais et j'adore toujours. C'est la charlotte au chocolat de mon arrière-grand-mère, du coup. C'est pas une charlotte classique, je me rappelle, elle râpait son chocolat, elle le faisait à la main. Et du coup, ça donne vraiment un petit côté craquant que j'adorais, que j'adore toujours. D'ailleurs, c'est le gâteau que je demande à mon anniversaire tous les ans. C'est hyper gras, hyper lourd, hyper sucré. C'est le seul gâteau gras, lourd et sucré que j'aime, et c'est ça. Toi, tu le refais pas? Je le refais, oui, mais juste pour mon anniversaire, pour l'anniversaire de ma maman. Okay. C'est le gâteau de famille, je sais pas pourquoi, et voilà, c'est celui-là. Et pour avoir goûté, je confirme que c'est bien lourd, bien gras et bien sucré. Elle m'en avait parlé pendant longtemps et quand j'ai goûté, j'ai compris d'où ça venait. Et toi, du coup? Moi, c'est plutôt le clafoutis de ma grand-mère. Okay. En fait, mon grand-père est allergique aux œufs, a toujours été allergique aux œufs, et du coup, ma grand-mère a toujours fait des desserts sans œufs. Et du coup, le clafoutis sans œufs, ça change un petit peu la texture, ça le raffermit, et du coup, il cuit beaucoup plus longtemps, et ça donne une espèce de couche croustillante un peu sur tout le tour du clafoutis. Et du coup, ça fait, moi, j'aime bien les choses qui ont quand même pas mal de mâche, etc. Et comme j'adore le clafoutis, et plus il y a de mâche, et plus ça reste en bouche. Et du coup, meilleur est les clafoutis. Et du coup, elle nous faisait toujours des clafoutis comme ça à la cerise. Et j'en ai toujours gardé un super souvenir. Ok, c'est original. En plus, oui, du coup, sans œufs, c'est... Ouais, ça change un peu du clafoutis traditionnel. Carrément. Après, là, du coup, pour voir un petit peu ensemble une saveur qui évoque votre plus belle collaboration. Fraise balsamique, je dirais. Tu vois, la barquette. Ah, collaboration entre nous deux? Ouais, ah oui, entre d'accord. nous deux. Moi, peut-être la fraise, c'était le meilleur. Oui, parce qu'en fait, c'est le premier gâteau qu'on a fait ensemble, qu'on a posté sur les réseaux. Ouais. C'est la première fois qu'on s'était affiché en couple, etc. Et puis, c'est le premier gâteau qu'on a fait tous les deux, je pense, vraiment à la maison. Et ça a super bien marché, on adorait, c'était super bon. Et on refait cette association assez régulièrement, en général. Donc, du coup, c'était une barquette, comme les barquettes de biscuits d'enfance, en trompe-l'œil. Ouais. Du coup, avec une marmelade de fraises qu'on fait pas mal réduire pour que ça devienne très sirupeux, etc. On met pas de gélatine, pas de pectine, rien du tout. Et du coup, ça fait vraiment une espèce de sirop qu'on acidifie du coup avec le balsamique. Et ça donne une compotée très rouge, très, très sombre, hyper appétissante, posée sur un biscuit aux amandes assez épais, assez moelleux. Et avec une mousse à la grenadine autour. Et c'est vrai, comme c'était un biscuit d'enfance, ça faisait pas mal, ça rappelait pas mal les saveurs d'enfance qu'on avait, le lait à la grenadine, etc. Donc ouais, en plus c'était le premier, donc... Voilà. Et du coup, ça se passe comment, par exemple, peut-être ce premier dessert, c'était un peu différent de tous les suivants, mais du coup, quand vous créez quelque chose tous les deux, comment vous faites elle est où l'idée de départ? J'imagine qu'il y a un petit brainstorm entre vous pour se dire
Qu'est-ce qu'on va faire comme saveur? Enfin, comment ça se passe? Ben alors souvent, en fait, il y a plein de gâteaux qu'on a envie de faire. Déjà, en fait, on discute gâteaux tous les jours, tout le temps. Donc déjà, c'est facile un peu Ouais. d'échanger parce qu'en fait, vu que c'est notre, je veux pas dire notre sujet de discussion principale, mais Ouais, voilà. Donc en fait, on en parle très souvent. Et alors, dès qu'on a une idée, dès qu'on a une envie de gâteau, on se le dit. Et donc, quand on est amené à faire un gâteau ensemble, on a déjà plein d'idées en fait parce qu'en fait, on en parle tous les jours. Et souvent, oui, voilà, ah, on ferait bien ça cette semaine. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Et puis voilà, on discute de goût. C'est un dit, voilà, moi j'aimerais bien faire comme ça, l'autre aussi. Des fois, on s'engueule. On n'est pas d'accord. Mais on arrive toujours à trouver un équilibre. Ouais, Puis, mais on se prend rarement la tête sur les gâteaux qu'on va faire parce qu'en fait on a tellement on a tellement d'idées, comme elle disait qu'on Mm. en parle souvent, que du coup en fait on a une liste qui est Ouais, toujours remplie et qui se remplit plus vite qu'elle se déremplit. ouais. Et du coup bah au moment de faire le gâteau en fait bah ça vient souvent assez naturellement. Je sais pas, on discute, on se dit ah bah tiens, je pense c'est la saison des figues, on a dit qu'on voulait faire une figue en trompe-l'œil, bah tiens on va faire ça cette semaine. Voilà, donc c'est souvent assez fluide pour trouver le gâteau. On passe rarement des semaines à oui. trouver une Ouais. idée de gâteau qu'on va faire, etc. Et est-ce que le fait de le faire à deux, ça, enfin, je sais pas, peut-être ça accélère le processus créatif dans le sens où, par rapport à un dessert que vous allez penser tout seul, ou t'as peut-être besoin d'un peu plus de temps, entre guillemets, de réfléchir, est-ce que le fait d'être deux et d'avoir un peu un ping-pong, ça aide ou... Je dirais que ça l'accélère un peu, mais ça le simplifie aussi. Enfin, dans la Ouais, complexité du gâteau, on va dire, ça l'accélère parce que comme on est deux, eh ben on n'a pas envie non plus de bloquer l'autre pendant 1000 ans et ouais, de passer 3 heures à discuter et de pas être d'accord et de vouloir seulement imposer son idée. Donc, on trouve assez rapidement un compromis. On se dit, bah, ok, toi tu voulais faire ça, moi je voulais faire ça, ben on va faire un mix des deux, on prend ok. cet élément de là, etc. Et après, ça, du coup, ça le simplifie aussi parce qu'on passe aussi un peu moins de temps à réfléchir que quand on est tout seul, on peut plus facilement s'imposer une rigueur à se dire tant que ce sera pas parfait, je vais pas le faire. Ouais. Et du coup, là, pour le coup, je peux passer des semaines et des semaines à réfléchir à un gâteau et tant que j'ai pas la bonne idée, je le fais pas. Et quand on est à deux, du coup, on essaie plus vite de trouver un juste milieu et du coup, on aboutit plus vite à un gâteau. Oui, et puis c'est vrai que souvent, enfin, on a quand même des idées assez similaires. On n'est jamais totalement pas d'accord Ouais. sur des associations de saveurs ou des trucs. Des fois, on propose une idée, l'autre aime pas, on change un peu. Mais c'est rare que vraiment il y ait on soit catégorique sur un truc qu'on veut pas. Donc en général, ça va. Et Surtout, on connaît les goûts l'un de l'autre. Je sais qu'elle aime pas la banane et le caramel. Je Ouais. vais pas lui proposer un gâteau banane caramel. quand bien même, si on en vient, je le ferai quand même Oui. Ouais. parce que voilà. Mais Mais tu vois, moi j'adore travailler les légumes par exemple. Amy le pas spécialement fan. Du coup, bah on va pas partir sur un gâteau légumes. Donc ça Ouais. réduit déjà ça réduit le champ de réflexion. oui, oui, voilà. Mais même toi, il y a des trucs que t'aimes pas, je sais Ouais, que je voilà. vais pas te les proposer. Et puis voilà. Et puis, comme on fait aussi des gâteaux chacun de notre Ouais. côté, ça permet que les fois où, par exemple, moi j'ai envie de faire un truc et Thibaut pas peut-être Mm. pas très fan de ça ou l'inverse, on se dit, bah, c'est pas grave, cette recette-là, moi je la ferai de mon côté. Et pareil pour lui. Et puis au moins, bah, ça permet de faire des trucs ensemble, mais aussi séparément. Justement, ça représente à peu près... Enfin, combien de desserts vous faites ensemble par rapport aux desserts que vous faites séparément? Est-ce que ça varie selon les périodes? Je sais pas, sur 3 desserts, on en fait peut-être un ensemble, Oui. un tiers à peu Ok. près. Oui, c'est vrai qu'on aime bien aussi faire chacun nos gâteaux, mais on aime bien les fins. En fait, oui, il y a vraiment une pas une parité, mais on en fait moins ensemble, parce qu'on n'a pas envie non plus de faire tout Ouais. ensemble, vu que bon, on a Oui, chacun oui, un peu bah bien notre sûr. pâte et tout, mais on aime bien aussi en faire tous Et, les deux. et puis ne serait-ce que parce que comme on fait de la création de contenu, donc on est obligé de Oui. trouver du Mhm. contenu à créer. Donc quand on est tout seul, on peut plus facilement passer la semaine à faire que de la création et tourner 2 ou 3 vidéos sur la semaine, puisqu'on a, bon, Ouais. c'est notre métier, donc on fait ça toute la semaine. Et quand on est ensemble, on a souvent des projets communs qui nécessitent un peu de réflexion, des rendez-vous, des appels, des déplacements. Du coup, quand on est ensemble, on a aussi moins le temps Ouais. de pâtisser. Et du coup, bah, on essaye de se dire, bah, quand on se voit, on se fait au moins une vidéo dans la semaine. Oui, Mais on va pas passer la semaine à faire ça parce qu'on a d'autres Ouais, choses à bah bien faire. sûr. Et voilà. oui. Et sur le premier dessert, est-ce que, enfin, du coup, il était un peu symbolique, du coup, puisque c'était, enfin, comme vous l'avez dit, c'était aussi pour un peu annoncer que vous étiez ensemble, etc. Comment est-ce que, du coup, j'imagine qu'il y avait un peu plus de réflexion sur quel dessert on a envie de sortir et pourquoi vous avez choisi spécifiquement, du coup, une barquette fraise, du coup, de partir directement sur un trompe-l'œil. Enfin, qu'est-ce qui, Et bah pareil, en fait, c'est venu assez simplement parce qu'on était pendant le meilleur pâtissier, on était allé à la Gay Pride à Paris.
Ouais. Et du coup, en buvant un café, on était avec une amie, du coup, Fanny, qui a fait le meilleur pâtissier avec nous. Et au bout d'un moment, je sais plus Non, qui c'est dit, elle a bu un lait fraise. oui, elle avait commandé un lait fraise. Un lait fraise et, Ok. Et du coup, on s'est dit, mais c'est vrai on buvait tous les trois du lait fraise quand on était petits et on a adoré le lait fraise, le lait grenadine. Et moi, j'en buvais tout le temps chez ma grand-mère. moi aussi, tout le temps. Voilà. Et du coup, on a ri, et puis en rentrant à la maison, j'ai dit, mais j'ai trop envie de faire une revisite du lait fraise, mais je savais pas comment. Et puis en parlant, On se l'est noté. Et ouais. on a continué, et puis voilà, juste en discutant comme on fait d'habitude, bah, en fait, on a abouti à ça. Et vu que en fait, Thibaut faisait déjà beaucoup de trompe-l'œil avant, moi je m'y suis mise. Et Ouais. c'est un truc que j'ai vraiment adoré aussi. C'était un aspect de la pâtisserie qu'au début je faisais moins et que j'ai commencé à faire beaucoup plus après. Et lui, vu qu'il en faisait déjà beaucoup, bah, ça nous faisait vraiment un truc en commun. Et on s'est dit, bah, en fait, si on fait un gâteau ensemble, d'office, on va partir sur un trompe-l'œil. Et en fait, depuis, ben, on fait presque plus que ça Ouais. quand on est tous les deux, en fait, parce qu'on aime bien, parce que malgré tout aussi, ça marche bien. Et puis, en fait, on en a un peu fait notre identité à deux. Ouais. Donc voilà, c'est de là que c'est parti. Du coup, effectivement, Thibaut, ça vient de toi, ce truc-là. Qu'est-ce qui, toi, de base, te plaisait tant que ça dans les trompe-l'œil et pourquoi t'as voulu absolument développer Parce que je pense que comme pas mal de personnes, quand j'ai commencé la pâtisserie il y a 3 ans, j'ai dû tomber sur une vidéo de Cédric Grolet. Et au début, c'était le pochage qui m'hypnotisait. Et en Ouais. fait, je voyais, il y avait une telle perfection, tant dans les fruits que dans le pochage, etc. Et je me suis dit, s'il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est ça. Et du coup, je me souviens, je screenais toutes les vidéos, je les enregistrais, je les passais au ralenti, etc. Et je me disais, comment je Ok. peux réussir à faire ça? Du coup, au début, c'était le pochage qui m'obsédait un petit peu. Et après, quand j'ai vu les fruits, je me suis dit, mais enfin, ça fait vraiment illusion. Le fruit, il est parfait, il y a rien qui déborde, la couleur est top, etc. Ça a l'air vraiment appétissant. Et c'est vraiment la perfection du fruit et la perfection du gâteau qui, du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'arrive à faire ça. Du coup, bah, je me suis lancé dedans. Et après, comme j'adore tout ce qui est technique, j'adore la recherche de nouvelles techniques, essayer de nouvelles choses. En fait, je déteste refaire la même chose en pâtisserie. Et c'est l'avantage qu'on a quand on est à la maison et qu'on n'a pas de production, c'est de pouvoir changer à chaque fois. Et du coup, bah, petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu d'essayer d'aller toujours plus loin dans la perfection du trompe-l'œil et de trouver les textures, les formes, les couleurs, etc. Et c'est vraiment ce travail après, une fois qu'on a construit l'entremet, sur comment on va travailler la forme, la couleur, etc., tout en équilibrant le gâteau, sans mettre trop de crème, sans mettre trop de fruits, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est toute la partie technique et visuelle du trompe-l'œil. Une fois qu'on a fini le gâteau. Ça fait un peu deux gâteaux en un, en fait, donc ça fait 2 fois plus de plaisir quand tu crées le gâteau. Oui, puis surtout, enfin, moi, ce que je trouve fort, en fait, sur vous, c'est que finalement, ça presque, on se dit, enfin, ça a l'air très compliqué, mais je veux dire, il y a ce truc de ça rend accessible de le faire à la maison. Dans le sens où, effectivement, comme tu le disais, quand tu vois une vidéo de Cédric Grolet, bah, malgré tout, il est dans des cuisines, enfin, il est dans un cadre très pro, donc tu te dis, c'est logique qu'il fasse des trucs super pro, mais du coup, vous, il y a un aspect de, bah, le résultat est bluffant. Et en plus, c'est fait vraiment 100% à la maison avec bah, du matériel qu'on peut tous acheter, quoi. Ouais, c'est vrai que bon, on a quand même investi dans un peu de matériel. Bon, c'était pas du truc Oui. énorme. On a acheté un pistolet à peinture avec un Ouais. compresseur. Bon, on a acheté un petit compresseur. Il y a des choses qui facilitent la Oui. chose, mais pour autant, on le faisait très bien sans. Oui, oui. Et au début, évidemment, bah, tu testes Ouais. parce que bah, au début, bah, voilà, tu commences, donc tu sais pas trop comment t'y prendre. Il y a plein d'erreurs que tu fais. Mais vu qu'on en fait tout le temps, c'est qui est bien aussi, c'est qu'on évolue très vite. Vu qu'on en fait tout le temps, c'est facile aussi de voir les erreurs qu'on fait très vite. Ouais. Et donc de pas le reproduire sur le prochain. Et donc au début, voilà, on n'avait pas spécialement beaucoup de matériel. On n'a pas non plus énormément pour faire des trompe-l'œil, hein, quelques moules, notre pistolet à peinture, encore qu'on avait des bombes de flocage, c'était très bien aussi. Et puis à force, comme Thibaut dit, de regarder des vidéos de Grelet, de regarder plein de choses sur Instagram et de tester, on a réussi à un peu affiner à chaque fois la technique. Et pour au final, je pense qu'il y a peut-être encore des choses, il y a sûrement encore plein de choses qu'on peut améliorer, ça c'est sûr. Mais à chaque fois, justement, on essaye de réfléchir aux bêtises qu'on a fait avant, pour pas les refaire. Et donc, c'est assez bien aussi. Mais en fait, les trompe-l'œil, c'est un. Enfin, souvent, les gens, ils voient les trompe-l'œil comme, bah tiens, il y a une recette pour un trompe-l'œil et il y a une technique particulière à faire, etc. Et en fait, les trompe-l'œil, c'est un ensemble de techniques très différentes de montage, de sculptage. Ouais. Il y a différentes manières de faire la même texture, il y a différentes manières de faire la même forme, etc. Ouais. On peut le faire dans du film plastique, dans des moules, on peut sculpter, etc. Et en fait, du coup, le fait de faire plein de trompe-l'œil différents, et bah, à chaque fois, il y a des techniques qui correspondent pas. Du coup, t'es obligé d'en trouver des nouvelles. Ouais. Et une fois que t'as un panel suffisamment varié de techniques, et ben quand tu réfléchis au trompe-l'œil, tu réfléchis pas à tiens, je sais pas, j'ai vu une vidéo de Cédric Grolet, il l'a fait comme ça. C'est comment moi,
comment je pourrais le faire pour que ce soit le plus simple et comment je pourrais être le plus à l'aise sur cette technique. Et du coup, t'as plus une technique par recette, mais t'as un panel de techniques pour réussir à arriver au même résultat et avoir un fruit qui ressemble au vrai. Oui, puis au début, on se contentait de faire des formes assez simples. Ouais. Et en fait, à force justement d'avoir ces techniques, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres trompe-l'œil qu'on pouvait faire en faisant simplement de l'assemblage, du sculptage, etc. Qu'au début, on était moins à l'aise là-dessus. Mais à force d'en faire, justement, ça t'apprend à pas te bloquer, en fait. Au début, t'es un peu bloqué en te disant « Ah, j'ai pas le moule, je peux pas le faire. Ouais. » Et en fait, à force en fait, d'en faire, tu t'ouvres un peu plus et tu te dis « Ok, j'ai pas le moule, ok, je vais le faire comme ça. » Parce que justement, on a essayé des techniques. Bon, c'est pas toujours facile, il y a des fois, on galère un peu quand même. Hein, mais je pense qu'avec des essais et des erreurs, on arrive à trouver toujours un petit truc pour arriver à avoir un bon résultat, quoi. Et c'est pour ça que du coup, dans le livre, on a essayé de faire de rendre le trompe-l'œil le plus accessible possible avec les techniques qu'on a fait quand nous on était à la maison avec des petits congèles sans cellules de froid avec à devoir piquer des trompe-l'œil sur des demi-pommes congelées pour que ça tienne au congélateur. Enfin, toutes ces techniques-là, en fait, du coup, on a pu les retransmettre dans le livre. Et c'est pour ça, je pense qu'il est assez pertinent pour des gens qui le font chez eux. Parce que c'est pas un professionnel qui essaye de l'adapter à la maison. C'est des gens qui l'ont fait à la maison, qui le transmettent à la maison. Est-ce que vous avez des exemples déjà de ça sur des formes qu'au début vous osiez pas faire et qu'en fait vous vous êtes rendu compte Non. Moi ici, par exemple, j'ai fait un trompe-l'œil d'ananas. Je suis pas encore posté. Et tu sais, normalement, il faut un moule œuf pour le faire. Ouais. Moi, j'en avais pas, j'avais pas envie d'acheter, ça coûte, je sais pas, ça coûte 50 €. J'avais pas envie de mettre 50 € dans un moule juste une fois pour faire un œuf. Et en fait, typiquement, juste avec mes 2 demi-sphères, j'ai juste poché une boule sur le dessus, comme on aurait pu faire pour une fraise ou un truc comme ça. Et après seulement, j'ai construit le gâteau comme ça, en partant pas du moule. Enfin, c'est un bête exemple, hein, mais c'est valable pour plein d'autres trucs. Le piment, on n'a pas de moule, on s'est dit, on fait ça dans un film plastique. En fait, t'arrives assez vite t'arrives assez vite à décomposer tous les fruits, les légumes, les biscuits en différentes formes géométriques. Tu dis, ok, bah là, c'est une fois que t'as la vision de ça, tu te dis, bah ok, un avocat, en fait, c'est 2 demi-sphères que t'as assemblées avec une boule sur le dessus. La poire, c'est pareil, mais c'est pas tout à fait la même boule. Et du coup, une fois que t'as décomposé ça, tu fais avec ce que t'as à la maison et t'arrives à faire avec le matériel que t'as à disposition, quoi. Oui, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Au début, il faut un peu se dire, ok, avoir un peu la vision de comment sont construits les trucs. Après, finalement, tu fais ton dessert. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un travail sur, comment dire, l'équilibre, tu vois, des textures dans le dessert? Parce que c'est ça qui est le plus compliqué quand t'as des gâteaux qui sont du coup, enfin, une poire, c'est quand même relativement fin et assez haut. Et du coup, il faut avoir une superposition de couches qui soit plutôt équilibrée. Et en l'occurrence, comme t'as pas de moule, t'es obligé de pocher une grosse couche de mousse sur le dessus pour faire la pointe de la poire. Et du coup, après, ça demande une autre réflexion dans la construction du dessert pour équilibrer le gâteau de façon à ce que le surplus de mousse du dessus, il vienne pas perturber la dégustation du dessous. En l'occurrence, de remplir les demi-sphères uniquement d'inserts, de biscuits, de croustillants, etc. et juste de venir le tremper dans une mousse pour que ça englobe, ça permet d'avoir une couche de mousse qui est ultra fine sur les côtés. Donc du coup, un insert qui est très haut, qui fait 3-4 cm de haut. Et du coup, ça va équilibrer avec la grosse couche de mousse qu'il y a dessus. Et ça va éviter d'avoir un surplus dans la totalité du gâteau. Ou alors même travailler des inserts un peu plus citronnés, un peu plus acides, un petit peu plus sucrés, de façon qu'il y ait la même intensité de goût quand tu découpes le gâteau. Et puis même au niveau des textures, tu peux un peu travailler un peu ce que tu veux, parce que comme t'as une coque en chocolat et beurre de cacao, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment avoir des textures un peu plus coulantes, moins prises, que ces fois dans certains montages de gâteaux, il y en a qui mettent beaucoup plus de gélatine, de pectine, parce que voilà, ils font des montages et s'il y en a un qui tient pas, le reste s'effondre. Là, c'est hyper intéressant parce que tu peux justement jouer avec les textures et tu peux te permettre de mettre d'autres choses dans ton gâteau que si tu faisais un entremets classique. Tu réfléchis différemment en fait que d'un entremets classique. Oui, ça n'a rien à voir. C'est ça. Et puis ça libère un peu parce que l'entremets, il faut toujours que ça tienne, il faut toujours que ça rentre dans le moule, il faut toujours qu'il y ait de la mousse, etc. Et là, du coup, ça te donne beaucoup plus de liberté dans ce que tu peux mettre dedans et dans la façon dont tu vas les construire, les équilibrer. Et du coup, ça fait des dégustations, je trouve, qui sont assez intéressantes par rapport à un entremets classique où tu as 2 cm de biscuits, un demi-centimètre de croustillant, etc. Comment vous avez pensé votre livre d'ailleurs? Parce que du coup, c'est ce que tu disais, il y a un peu un aspect s'adresser quand même aux débutants, enfin montrer que tu peux le faire depuis chez toi. Mais du coup, comment vous l'avez pensé? Est-ce qu'il y a un peu, toute une réflexion de trompe-l'œil facile entre guillemets? Est-ce qu'il y a un trompe-l'œil facile pour commencer? Voilà.
Ça, on l'avait vu avec la maison d'édition. En fait, c'est avec la maison d'édition, ce qui est bien, c'est qu'on s'est entendu très vite sur un peu tout. Déjà sur le thème. Ouais. Quand ils nous ont contactés, ils nous ont dit de chercher un thème. Nous, C'était d'office, c'était facile. trompe-l'œil. Quand on leur a proposé l'idée, ils nous ont dit ah ben c'est ça qu'on voulait faire, donc c'était très bien. Et oui, en fait, il y a eu un aspect, on voulait genre, en fait, on a voulu faire des paliers, donc faire un truc, une dizaine de recettes où c'est un peu plus Ouais. pour les débutants, et encore débutants, on va dire les plus Oui. faciles. Ensuite, des recettes un peu plus compliquées, et à la fin, des recettes plus difficiles. Bien que, même des fois, certaines recettes qui peuvent paraître plus difficiles pour certains vont ne pas l'être pour d'autres. Oui. Oui. Mais on a quand même voulu faire un palier. Au début, tu as juste deux demi-sphères à assembler, t'as pas de pochage. Après, tu as un pochage. Après, tu utilises d'autres techniques de flocage, etc. Donc, en fait, pas à pas, les gens apprennent au fur et à mesure du livre de nouvelles techniques. En fait, on n'a pas voulu brusquer les gens directement avec un gros truc en disant, voilà, ça, tu le fais, ça, c'est un trompe-l'œil, c'est super difficile. On a commencé par la pomme. Ça, Ok. c'est celle que les gens refont le plus pour l'instant. Ok. Enfin, qui ont refait le plus au début, en tout cas. En fait, ouais, on a surtout réfléchi enfin, on a réfléchi dans la construction de la difficulté des desserts, on a réfléchi à combien d'éléments il faut ajouter pour passer de la forme du moule à la forme du gâteau. Ok. Et en fait, plus il y a d'éléments à ajouter, et plus le gâteau sera difficile. Il y en a où il y a des techniques pour la couleur ou la forme qui sont un petit peu plus complexes, mais pour autant, il n'y a pas d'effort de sculptage, pas d'effort de pochage, et du coup, généralement, c'est là où les gens ont le plus de difficultés parce que encore leur dire bah tu montes ta ganache, tu la coules dans ton moule et tu mets ton insert dedans, c'est très factuel et si tu suis à la lettre a priori il y a pas de souci. Dire tu sculptes en pointe, bah même s'il y a la photo et bah la pointe ce sera pas la même pour tout le monde et il y en a qui vont avoir les mains chaudes, ça va réchauffer très vite, il y en a qui auront des congèles peut-être un peu moins puissants donc qui vont fondre très rapidement et du coup en fait on a classifié en fait comme ça où plus il y avait d'étapes pour arriver à une forme finale qui diffère de celle du moule et Ok. plus le gâteau sera difficile. Et au sein du coup on a fait une classification donc pour tous les gâteaux. Donc je sais pas, il y en a à peu près 10 Oui, 10 par catégorie. faciles, moyens et un peu plus compliqués. On appelait ça expert, pas Oui, difficile. ouais. Et après, pour chaque gâteau, quand il y a des étapes, par exemple le citron, la clémentine, où il y a du flocage, il y a du nappage, enfin, le pistolet à peinture, etc. Donc à chaque Et fois, c'est ben, des on a étapes. remis des étapes à l'intérieur des trompe-l'œil de façon à dire, bah, Ok. si jamais t'as pas de flocage jaune de bombe, par exemple, bah, tu t'arrêtes à l'enrobage jaune, ce sera déjà très Oui. bien. Si t'as une bombe de flocage, enfin, tu floques en jaune. Si jamais t'as et le flocage et l'aérographe, tu fais ça et ça. Et si jamais t'as le flocage, l'aérographe et le sèche-cheveux, tu Ouais. arrives au résultat final. On n'avait pas envie de décourager les gens non plus parce que je sais à quel point c'est fastidieux des fois. Moi, je sais qu'au tout début où je faisais trompe-l'œil, je sais que quand je voyais toutes les étapes qu'il y avait, des fois j'étais un peu découragée. Encore que j'adorais la pâtisserie, donc je me suis dit c'est pas grave. Mais quelqu'un qui a juste envie de faire un trompe-l'œil comme ça de temps en Ouais. temps, qui est pas spécialement passionné, mais qui aime juste les gâteaux, on n'avait pas envie de le décourager non plus en disant bah si je fais pas toutes les étapes, si je vais pas jusqu'au bout, ce sera pas bien. Alors que ça peut très bien l'être. Donc comme Thibaut disait, on a expliqué aux gens que voilà, si tu veux t'arrêter à une certaine étape, ben, c'est ok aussi. Et voilà. Vous d'ailleurs, comment est-ce que c'est arrivé votre passion pour la pâtisserie et comment est-ce qu'un jour vous avez eu envie de vous inscrire au meilleur pâtissier? Parce que je trouve que c'est quand même une grosse étape de passer de j'aime bien en faire chez moi. Euh, Moi, c'est venu un peu par hasard à l'occasion de Noël où généralement c'est ma sœur qui faisait les desserts et puis moi Ok. je les mangeais généralement et là du coup une année bah elle était pas là, je me suis dit bon bah enfin, j'avais des amis qui venaient chez moi, je me suis dit bah c'est moi qui vais faire la bûche et en fait bah ça m'a tout de suite plu le côté très méthodique, très organisé, le fait de le prévoir sur plusieurs jours etc. Donc je me suis lancé dedans directement et j'ai directement commencé en me disant pas ok je vais juste essayer de faire un gâteau comme ça pour le dimanche midi. Je me suis dit il faut que j'arrive à faire ce que je vois, ce que je commence à voir sur Instagram, donc des gâteaux qui sont très beaux, qui sont etc. Faut que j'arrive à maîtriser ça. Et du coup j'ai directement commencé en fait à réfléchir, à étudier, à prendre des notes, à comparer les recettes pour essayer d'avoir enfin, pour progresser le plus rapidement en fait et pas juste vouloir faire un gâteau en me disant bah si c'est moche ou si c'est pas très bon bah c'est pas grave. Voilà et du coup bah c'est allé assez vite. Et après, ben, Amy comme moi, du coup, on a été contacté par le meilleur pâtissier. Ok. Moi, je n'avais pas spécialement envie de m'inscrire parce que la télé, c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement. Et que la pâtisserie, ça reste avant tout de la dégustation. Donc, si tu veux, à la télé, on s'en éloigne un petit peu. Et du coup, bah, on a été contacté. On s'est dit, bah, ce serait quand même bête de refuser parce qu'il y en a pas beaucoup. Parle juste pour toi. Pardon. D'accord. Et du coup, voilà, ça allait assez rapidement. Et après, tout s'est enchaîné. Je me suis lancé dedans et voilà.
Moi, du coup, ben, la passion, en fait, depuis que je suis petite, je faisais des gâteaux avec mon arrière-grand-mère, ma Ouais. grand-mère. Mais c'était des petits gâteaux, c'était des cookies, des cakes, enfin voilà, rien de très. Des charlottes. Oui, oui, des petits trucs vraiment très simples. Et puis, pendant le Covid, en fait, je m'ennuyais parce que j'avais mes études, mais voilà, j'avais pas beaucoup fait, j'ai des cours en ligne, mais voilà. Donc, et je regardais, du coup, moi, le meilleur pâtissier, je regardais des émissions de cuisine, de pâtisserie, et je voyais toujours des trucs très jolis. J'avais vraiment envie de faire comme eux. Donc, Ouais. ben, je me suis lancée un peu. Contrairement à Thibaut, moi au début, j'étais pas du tout organisée, ni Thibaut, il est un peu psychorigide sur tout ça, moi pas du tout, c'était l'inverse. Donc c'est vrai que je m'éparpillais beaucoup au début. Et du coup, j'ai commencé un peu plus à affiner un peu toutes les techniques que j'avais. Et du coup, j'ai été contactée aussi par le meilleur pâtissier. La première année, j'avais dit non parce que j'étais en Erasmus et ils m'ont Ok. recontactée l'année d'après. Moi, contrairement à Thibaut, je rêvais de faire cette émission parce que je voulais. Enfin, je bossais et je détestais mon métier. Je voulais me lancer dans la pâtisserie, je savais pas comment parce que bon, quand on est Ouais. personne, qu'on n'a pas de diplôme, c'est compliqué. Et là, c'était un peu une porte ouverte à bah, vas-y, va montrer ce que tu sais faire. Pas grand-chose d'ailleurs à l'époque parce que au début vraiment je faisais des petits entremets, des trucs, des trucs très classiques. J'avais pas encore Mm. l'ouverture d'esprit que j'ai maintenant et j'espère encore que ça va grandir. Je pense que ça grandira encore, mais j'avais pas cette ouverture d'esprit et du coup maintenant ben, j'essaye un peu de développer tout ça. Je passe mon CAP cette année, donc voilà. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Parce que j'imagine que on apprend énormément de choses à faire énormément de créations comme ça et de desserts, de techniques pendant un laps de temps assez réduit. Qu'est-ce que ça vous a appris du coup sur la pâtisserie, votre manière de créer? Enfin, Bah, personnellement, surtout la personnalité. Parce que quand t'es à la maison, bah tu vois des recettes à gauche à droite, tu te dis ah, tiens j'aimerais bien ouais, faire ça, j'aimerais bien faire ça. Tu commences un petit peu à faire de la création, mais enfin, c'était quand même un peu moins développé. Et du coup là, le fait de participer à l'émission, et bah ça m'a vraiment permis de me dire ok qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi ma pâtisserie. Enfin sans prétention, mais quel style de pâtisserie j'ai envie d'affirmer, j'ai envie de développer, quelles associations de saveurs j'ai envie de faire et à quoi j'ai envie qu'on m'identifie. Et notamment bah, les trompe-l'œil, les associations un peu originales avec des légumes, avec des épices et des goûts qui surprennent un petit peu. Et du coup, ça m'a permis de me poser ces questions-là et du coup d'essayer de développer un peu plus les parties qui me plaisaient et sur lesquelles j'étais peut-être un petit peu plus timide avant. Euh, et puis après, bah, bien sûr, le fait de faire des gâteaux tous les jours, enfin, du coup, tu fais oui, tu plein progresses d'erreurs quoi. Ouais. et tu progresses en rapidité d'exécution parce que t'as pas l'habitude de pâtisser vite. Donc là, ça te permet de mieux te préparer en amont. Et du coup, bah, même à la maison, l'air de rien, tu gagnes du Mm. temps une fois que t'as les bonnes préparations dans le bon ordre et que t'attends pas inutilement entre les prépas. Et voilà, donc la personnalité et l'organisation et la rapidité d'exécution un petit peu dans les gâteaux. Moi, ça m'a permis vraiment de m'organiser, parce que du coup, Ouais, j'étais du pas du coup. tout organisée avant, et même d'oser des choses, parce que quand j'étais chez moi au début, vraiment en arrivant dans l'émission, vraiment, je savais rien faire. Et en fait, là-bas, j'ai osé faire des trucs parce qu'en fait, j'avais pas le choix, parce qu'on t'impose des thèmes où, voilà, chez toi, tu vas pas spécialement faire ça. Et je me suis dit, ok, vas-y, lance-toi, essaye justement. Et là, j'ai essayé justement de trouver, comme un peu comme Thibaut, mon truc, ma patte, des choses Ouais. que j'aime, etc. J'essaye toujours. Ça commence à arriver. Euh, et, euh, et puis oui, c'est en fait, en faisant autant de gâteaux, en fait sur 2 mois et demi, on fait une quarantaine de gâteaux. Une Ouais. quarantaine de gâteaux, quand tu es juste chez toi, bah, tu l'as fait sur, allez, on va dire, un an. Donc ça te permet d'évoluer très vite, vraiment parce que tu en fais beaucoup et tu fais beaucoup d'erreurs. Et au final, voilà, toutes les erreurs que tu as faites, tu sais que tu les referas pas après. Et moi, je sais que ça m'a fait faire un très très gros bond en avant Ouais. parce que je partais de pas grand-chose finalement. Donc c'est facile d'évoluer assez vite, quoi. Tu disais, il y a des choses que t'as osé que t'aurais jamais osé. Qu'est-ce que... Je sais pas, par exemple, au début, je travaillais jamais le chocolat, j'osais pas parce que je pensais que j'arrivais. En fait, je pensais qu'il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Et en fait, dans l'émission, en fait, on est obligé de faire des trucs. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, lance-toi parce que de toute façon, t'as pas le choix. Et en fait, il y a plein de choses comme ça où je me suis dit, en fait, ça, j'aime. Au début, je n'osais pas. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça, j'aime bien travailler. Par exemple, le chocolat, j'adore travailler le chocolat. J'adore faire des pièces en Ouais. chocolat. J'adore faire ça. Et dans le meilleur pâtissier, c'est un truc que j'ai découvert, justement. Donc, ça m'a permis d'affiner un peu mes techniques, de comprendre ce que j'aimais bien, etc. Donc ça, c'est cool. Et assez étrangement, la précision des goûts ou l'équilibre des gâteaux, elle est venue plutôt
après le meilleur pâtissier, parce que quand t'es Ok. dedans, Ouais. quand t'es dedans, tu dois, bah, t'as quand même 2, 3, 4, 5 gâteaux par semaine à réfléchir, à créer, à imaginer, Oui, t'as tant pas de sur le temps visuel que sur aussi. les goûts. Faut faire les recettes, etc. Donc faut les trouver. Quand tu prends pas des recettes toutes faites sur Internet, ça prend quand même du temps, parce que voilà, ça demande quand même pas mal de travail. Et du coup, bah, quand t'es dans cette logique de, bah, faut juste que je trouve un gâteau, et en plus, faut qu'il passe à la télé, donc faut qu'il soit beau, Ouais. etc. Faut qu'il colle au thème. Du coup, ça te bride un petit peu dans la manière De réfléchir. t'as pas, en fait, tu dois faire un gâteau, mais t'as que 2 ou 3 heures pour le faire. Donc t'as pas, à la fois pas beaucoup de temps pour y réfléchir et à la fois pas beaucoup de temps pour l'exécuter. Du coup, bah, tu réfléchis autrement. Tu réfléchis pas à des confits, tu réfléchis pas à des longues infusions, tu fais pas Ouais. d'infusion à froid. Et du coup, t'es très bridé dans la précision des saveurs. Et du coup, bah, tu fais des bons gâteaux, mais un peu avec ce que t'as à disposition, c'est-à-dire pas beaucoup de temps et un matériel qui est, contrairement à ce qu'on croit, qui est pas Oui. non plus infini. Et du coup, c'est après le meilleur pâtissier, une fois que tu as eu toutes les critiques, etc., où là, tu commences à réfléchir et tu dis, ah, mais en fait, si je veux mettre une semaine à le faire, ce gâteau, je peux totalement le faire. Et Ouais. du coup, c'est après que tu commences à explorer un peu des choses plus Et puis intéressantes. surtout que quand on crée les recettes là-bas, on n'a pas le temps, on a peut-être une soirée. C'est une soirée après tournage, donc en fait, Ouais, t'es t'es fatiguée fatigué, déjà. Ouais. t'as pas. En fait, tu dois juste rendre ton gâteau, donc en fait, tu réfléchis à un truc pratique, un truc où tu vas peut-être pas te planter parce que t'as pas envie de te Mhm. planter. Et en fait, bah, comme Thibaut disait, t'es moins ouvert à d'autres techniques parce que et matériel et le temps et un peu tout quoi. Et puis, dès que tu as l'idée, tu, Tu, tu tu, vas tu- dedans, tu dis, ok, c'est bon, j'ai l'idée, j'arrivais pas, Oui. j'ai trouvé, j'y vais. Et du coup, une fois que tu as l'idée, tu te remets pas en Et question. c'est pour ça que tu te plantes aussi des Et fois. ouais, voilà. Parce qu'en fait, t'as idée et puis tu te dis, ah, c'est bien et tout. Mais en fait, après, quand t'es sur le moment, tu te dis, ah, en fait, ça, c'était pas une super idée parce que, voilà, pour plein de raisons. Et en T'as- fait, t'as- Ouais, mais c'est t'as trop pas eu le tard. temps de Tu fais réfléchir. pas de Ouais. tu fais pas de feedback dans Oui. ta construction. Dès que tu y vas, tu vas à fond. Et là, c'est une fois que t'es dedans, tu dis, ah, mais ouais, mais en fait, enfin, un rond sur un carré, ça s'emboîte pas du tout. Enfin, Ouais. Oui, oui, c'est voilà. logique, mais si tu prends pas le temps de faire justement ces feedbacks qu'on peut faire à la maison, ça Mais coince un c'est peu. le truc qui fait en évoluant aussi, c'est que, enfin, je pense que si on devait le refaire maintenant, il y a plein de choses qu'on ferait différemment, comme Bien plein sûr. de trucs. Mais du coup, grâce à ça, justement, t'apprends d'autres techniques et Mm. t'apprends justement à réfléchir autrement. Quand t'as eu 3 heures pour faire un gâteau ou t'as eu 5 minutes pour le pondre, tu vois, tu te dis, bon, ok, maintenant, si ça tu peux faire, tu peux te permettre Ouais. de réfléchir 3 jours pour un gâteau, quoi. Parce que j'allais vous demander si à la fin c'est pas un peu frustrant de se dire purée, j'aurais voulu enfin tu vois, je voulais faire un truc vachement plus élaboré et en fait j'ai pas eu le temps Ouais. quoi. Ouais, il y a plus de Toujours. temps. Mais en fait, si tu commences à te poser la question, tu t'en sors pas. Ouais. Parce qu'après, tu seras frustré pour tout. Et putain, mais là, il me manquait 5 minutes. Ah, mais là, il me manquait Ouais. juste ça. Mais si seulement j'avais fait ça. Et en fait, si tu te poses la question, Oui. tu finis par. Surtout que c'est à la télé, donc c'est immortalisé. C'est Mm. devant 2 millions, plus de 2 millions de personnes tous les soirs. Donc tout le monde le voit. Ça reste pendant un moment. On t'en reparle pendant un moment. Du coup, si tu commences à réfléchir à ça, c'est fini. Donc une fois que tu acceptes que bah, c'est l'émission, c'est les conditions, c'est la télé, t'as voulu faire de la télé, bah, c'est le prix à payer. Et après, bah, tu fais de ton mieux pour rectifier les erreurs chez toi et pour essayer de proposer un truc plus qualitatif Oui, quand t'as voilà, le il y a temps. des fois où ça va très bien, des fois tu te plantes parce que bah, voilà, l'idée était pas spécialement bonne, c'est pas grave, Ouais. tant Et pis puis, quoi. ouais. Et puis maintenant, on se rend compte, c'est que à la limite, ce qu'on a fait dans l'émission, les gens s'en rappellent, mais Oui, brièvement, pas tant que ça, c'est l'image que tu laisses après en c'est plus fait. ce qu'on fait maintenant, ce qui est importante. Et puis du coup, Et puis de toute façon, tout le monde a des contraintes, hein. Les pâtissiers de oui, boutique, ils ont des coûts à limiter, ils ont des techniques qu'ils peuvent pas utiliser, etc. C'est pareil, quand ils créent leur gâteau, ils créent avec les contraintes qu'ils ont. oui, oui. Et c'est rare de pas avoir de contraintes en pâtisserie, Oui. quel que soit le domaine où À moins que tu sois exerces. dans un hôtel 4 étoiles et que tu aies C'est un que budget les palaces. limité. Bon, ça, c'est Ouais. pas tout le monde, hein, et Voilà. que c'est très rare d'ailleurs. Donc voilà. Et depuis, donc, vous avez quand même changé de vie. Alors, Émilie, toi, tu disais que c'était un peu ton ambition de départ. Du Oui. coup, tu voulais faire ça aussi pour pouvoir après te lancer dans la pâtisserie. Oui, parce que en fait, moi, j'ai fait des études en langue et en marketing. J'ai bossé dans un bureau et moi, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais. Mais bon, il fallait un papier, il fallait un diplôme, donc je l'ai fait. Et la seule chose que j'aimais faire, c'était de la pâtisserie. Mais me lancer dans un CAP après 5 ans d'études, enfin, j'avais pas envie. J'avais envie quand même, voilà, de commencer à gagner ma vie, d'avancer un peu. Ouais. Et en fait, justement, grâce à l'émission, bon, j'y allais en espérant. Je me suis dit, bah, si ça s'arrête, tant pis, j'aurais été très triste, mais voilà. Mais en fait, je voulais justement utiliser ce truc pour me dire, voilà, je vais montrer qui je suis, entre guillemets. J'ai la chance, justement, parmi plein de personnes, Ouais. de pouvoir être mise en avant. Donc, je vais utiliser cette chance
pour essayer d'en faire mon métier. Donc après, ben voilà, tu fais des vidéos sur Instagram, on a de la chance aussi. Puis malgré tout, le fait, je pense, de s'être mis en couple, je pense que ça nous a aidés aussi, malgré nous. Malgré nous, parce que ben voilà, on fait toujours des trucs à deux, c'est un peu une exposition supplémentaire. Et bah, malgré tout, voilà, ça nous a aidés. Bon, c'était pas le but de base, mais voilà. Et oui, moi, je voulais vraiment. Vous êtes en train de dire que c'était tout calculé. C'était une stratégie marketing. Voilà. Le plan se déroule sans écran. Et il y a des gens qui l'ont pensé au début, en disant, comme il y avait un couple avant nous, on disait, ah oui, ils font pour la pub. Je dis, mais vous pensez vraiment qu'on fait semblant pour la pub, hein, c'est pour être. On n'est pas dans une télé-réalité, tu vois, non plus. Donc voilà. Mais du coup, oui, ça m'a permis de changer de vie. Du coup, maintenant, ben, je peux en vivre. Et je suis très contente de ça. J'espère que ça va continuer parce que vraiment, c'est tout ce que je voulais faire avant que je fais maintenant. Et j'échangerai ça pour rien au monde. Rien au monde, vraiment. Voilà. Et du coup, quand vous avez commencé à vous lancer sur les réseaux sociaux et tout, c'était assez naturel quel format vous vouliez faire et c'était des vidéos de recettes ou... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres idées Non, pas spécialement. Ça, on faisait des gâteaux, on a continué à faire les mêmes gâteaux, on a juste rajouté une caméra devant en fait. Et oui, voilà. Voilà, ouais, il y avait je faisais pas de vidéo avant parce que je savais pas faire. Enfin, j'avais jamais fait de vidéo. Thibaut, il en faisait sur TikTok. D'ailleurs, moi, avant d'arriver à l'émission, je me rappelle le premier jour où j'ai vu Thibaut, quand on est arrivé, qu'on rencontre tous les candidats, je me suis dit, mais lui, je l'ai vu sur TikTok. Parce que Thibaut, il faisait plein de TikTok. Et moi, j'en faisais pas du tout à l'époque parce que vraiment aucune idée de comment faire. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Et puis voilà, en fait, ça arrivait comme ça. Et puis, bah, oui, naturellement, vidéo de gâteau. Parce que c'est ce qu'on aime faire en fait finalement, donc je me voyais pas faire autre chose. Puis c'est ce qu'on sait faire surtout, donc oui, il y avait pas une volonté de changer notre contenu ou de changer les gâteaux qu'on aimait ou quoi pour plaire aux gens ou pour avoir du succès. C'était vraiment juste de partager ce qu'on faisait et de le faire comme on le faisait sans caméra et oui, c'est pas, on n'a jamais voulu se donner une image, tu vois, d'un truc parce que bah voilà, on se dit bah on fait ce qu'on aime bien. Et ça a marché, du coup, tant mieux. Si ça n'avait pas marché, bah, peut-être qu'on aurait essayé de faire autrement, peut-être, mais on aurait toujours fait la même chose. Ouais. Tu vois, on aurait peut-être changé, je sais pas, peut-être le format ou quoi. Mais le fond, je pense, il va toujours rester le même, quoi. Non, mais je dis ça parce que, tu vois, tu pourrais imaginer soit une boutique ou des masterclass. Enfin, je sais pas, il y a plein de formats un peu différents. Vous, ça s'est un peu fait naturellement de se dire... Ouais, bah... Après la boutique c'est quand même on nous en parle tout le temps mais on se rend pas compte de la charge de travail qu'il y a derrière, de l'investissement et en termes de temps et en termes d'argent. Et puis surtout c'est pas du tout la même activité quoi, comme je te le disais tout à l'heure, il y a un milliard de contraintes en plus qui pèsent sur toi et du coup tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, etc. Donc tant qu'on a cette liberté et qu'on peut vivre de notre passion et sans avoir toutes ces contraintes et quand même en partageant avec les gens et en pouvant faire déguster des gâteaux à certaines occasions, etc. ou en faisant des masterclass, parce qu'on n'en fait pas énormément, on en fait quelques-unes, on continue comme ça et en fait c'est ce qui nous plaît, donc tant que ça nous plaît comme ça on continue. Oui, et puis c'est vrai que la boutique c'est tellement d'investissement, puis en fait on n'a pas le recul. Là, on a 25 ans. Moi, je me vois pas ouvrir ma boutique maintenant, alors que ben voilà, on n'a pas encore assez d'années d'expérience, je pense, pour se dire voilà, j'ai assez de recul. Encore que je pense que quand tu ouvres ta première boutique, même si tu as du recul, je pense que tu fais face à plein de problèmes. Mais là, moi, j'ai pas assez de recul dans ma vie pour me dire ok, je peux me permettre d'ouvrir quelque chose. Je préfère prendre mon temps, essayer de affiner un peu. Se développer juste et puis après. Peut-être un jour, ça, je suis pas fermée à ça, mais en tout cas, là, tout de suite, c'est pas... S'il y a des investisseurs qui écoutent. C'est des investisseurs qui sont... Oui, c'est ça aussi. On cherche un mec à Paris. Oui, c'est ça aussi, parce que bon, malgré tout, ça coûte un bras, on va pas se mentir. Et du coup, je me vois pas investir tout ce que j'ai là-dedans. Je préfère le mettre dans autre chose et puis continuer justement à essayer de me développer, nous, du coup. Ouais. Mais oui. Après, c'est pas dit on en parlait hier justement. C'est pas dit que si on ouvre un truc, c'est pas dit qu'on le fasse ensemble. On est en couple, donc de fait, on a des activités communes, mais on essaye aussi d'avoir des activités séparées de façon à garder. On n'a pas la même façon de pâtisser. Oui. On n'apporte pas l'importance aux mêmes endroits sur les mêmes points du gâteau, et on n'a pas spécialement les mêmes goûts non plus, l'air de rien. Oui, même si on se met d'accord. Et puis même travailler en couple, c'est dur, même si du thème de ton cœur, et voilà, c'est... Du coup, on aime bien garder des activités séparées
Et ce genre d'activité, je pense que ça se fait peut-être bien tout seul pour éviter justement d'empiéter trop sur. Oui, à la limite, si Thibaut, lui, il préférait une boutique, moi, je préférerais, tu vois, avoir un atelier où je vends mes gâteaux, où je fais des masterclass, etc., mais pas une boutique vraiment à proprement parler, plus dans ce sens-là. Peut-être qu'on aura les deux un jour. Je sais pas. Un chacun. À côté. Ouais. Ce serait marrant, ça. Thibaut, toi, à quel moment tu t'es dit, du coup, j'ai envie de me professionnaliser dans l'univers de la pâtisserie? Pendant l'émission, après, ça c'est... Du coup, toi, c'était pas l'ambition de départ. C'était pas l'ambition de départ parce que, en fait, moi, j'ai eu la chance de toujours faire, de toujours exercer dans le domaine qui me passionnait. Ok. Quand j'étais au lycée, du coup, je faisais beaucoup de judo et dans le sport, etc. Donc, j'étais passionné par le sport. Donc, j'ai fait une fac en sciences du sport. J'ai eu ma licence. Pendant la dernière année, je me suis passionné par la nutrition en plus du sport. Du coup, j'ai enchaîné sur un master de nutrition. Mhm. À la fin de mon master de nutrition, j'ai découvert la recherche clinique. Donc, j'ai fait un stage en recherche clinique. Je travaillais un peu pour l'hôpital, etc. en recherche clinique. Et du coup, mais ça a toujours été le temps que je passe là à faire des gâteaux, c'était le temps que je passais à lire des études scientifiques, à faire du Ok. sport ou à me renseigner. Et du coup, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été ma passion et ça a toujours été ce qui me motivait, ce qui me donnait des frissons, etc. Et Wow. avant de découvrir, Frisson de lire une étude scientifique. bah, Jamais. on dirait pas, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, et pendant ma dernière année de master de nutrition, je me suis découvert une passion pour la pâtisserie. Le mec a 15 passions. Ouais. Ouais, mais en fait, du coup, c'est des passions qui restent, c'est des passions qui restent. Après, d'un côté, t'as un métier qui est plutôt de laboratoire, plutôt derrière un ordinateur, etc. Donc, même si j'adorais ça, la pâtisserie à côté, ça remporte un peu tous les critères. Et puis la passion était tellement forte, surtout que la nutrition et le sport, enfin, je fais toujours du sport, je lis moins d'articles scientifiques, mais j'essaye. Et du coup, ça passe un peu en second plan. Et du coup, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que je veux faire ci, est-ce que je veux faire ça. J'ai toujours fait ce que j'aimais faire et c'est toujours tombé au bon moment. Et en l'occurrence, le meilleur pâtissier, c'est arrivé au bon moment. Ouais. Et du coup, je me suis jamais posé la question de si j'allais abandonner la nutrition ou pas. En fait, ça s'est fait naturellement. Et comme je te dis, dès que j'ai commencé la pâtisserie, j'avais c'était pas l'ambition, mais j'avais envie de bien faire et tellement Mhm. envie de bien faire que petit à petit, ça m'a poussé à faire le meilleur pâtissier et voilà. Donc c'est que la passion était tellement forte que en fait tu t'affines un peu malgré toi, même sans vouloir en faire ton métier ou voilà. Et en l'occurrence, on a pu le faire après, donc c'était tant mieux. Mais il n'y a jamais eu encore une fois de volonté spécialement de se lancer dedans. Après, je pense en plus, c'est un peu pas rare, mais je trouve dans la pâtisserie, t'as soit effectivement le parcours très classique où la plupart commencent aussi très jeunes et où, comme tu disais, toi, t'as la boutique, soit t'as la partie plutôt restaurant, mais il y a énormément... Enfin, moi, je suis très admirative de tous les pâtissiers et pâtissières parce que je trouve que c'est un boulot monstrueux et je suis pas sûre que j'arriverai à le faire. Et je trouve que enfin, c'est cool aussi de se dire, t'as d'autres manières de pouvoir exercer ce métier Ouais. Ouais. et qui viennent en vrai beaucoup avec les réseaux sociaux, avec tout ça, quoi. Enfin, qui sont un peu des nouvelles Ce qui manières, entre n'existait pas il y guillemets, a quoi. quelques Ouais, c'est années. ça. Oui. Enfin, après, moi, enfin, c'est vrai, quand on compare par rapport à. Parce qu'en fait, les gens, ils font mal la distinction entre. Pour eux, pâtisserie, c'est pâtisserie. Ils font pas la distinction entre un mec qui travaille en boutique, ou un mec qui a un restaurant, ou Ouais. un mec qui est sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas le Euh, même métier, quoi. et Ah oui, tu non, vois, vraiment, C'est ouais. plutôt la même chose. enfin, tu vois les commentaires sur quand on fait des trompe-l'œil et tout le monde te dit des fois on te dit ah, c'est mieux que des trucs relais ou des trucs comme ça ou ah, tiens c'est mieux que tel pâtissier, etc. Mais en fait ils se rendent pas Ouais, compte c'est pas la même qu'on n'a chose. pas du tout la quand tu dois en produire 500, c'est pas pareil que quand on a 5 à faire et que tu peux passer Clairement. tout ton temps dessus. Oui. Et du coup, ouais, les gens, ils font pas trop cette distinction-là. Et du coup, moi, je considère qu'on a de la chance de faire ça, Oui. mais que d'un autre côté, on n'a pas eu la chance d'avoir cette passion plus tôt. Parce que moi, Ouais. ça aurait été mon rêve de travailler en étoilé, etc. Enfin, peut-être, je peux toujours le faire, mais j'aurais vraiment, et maintenant que j'ai cette passion, j'aurais aimé l'avoir plus tôt, pour commencer Ok. plus tôt, et pour et pour avoir un parcours peut-être plus classique. Mais les 5 ans d'études que j'ai fait en nutrition, j'aurais bien pu passer 10 ans comme ça, à travailler dans des restaurants, des hôtels, etc. Et pour arriver à des niveaux bien plus hauts que ce qu'on peut faire à la maison. Du coup, d'un côté, on a la chance de faire ce qu'on fait, et d'un autre côté, je considère que j'ai pas eu la chance d'avoir eu cette passion plus tôt pour me développer davantage. Puis après, tu sais, si t'es habitué avant, t'aurais pas fait le meilleur pâtissier. Enfin, tu vois, il y a plein de. Oui, 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 mais après, enfin, il n'y a pas que la télé je veux dire. Non, 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 évidemment. J'aurais préféré euh,
pas qu'on soit reconnu, mais j'aurais préféré être reconnu pour mon parcours, etc., que pour une émission de télé qui, au final, t'as eu de la chance d'être sélectionné parce qu'ils cherchaient une personnalité comme toi ou parce que tu passais bien à la télé, etc. Et c'est pas la même reconnaissance que quand t'es reconnu pour tes créations, pour tes pâtisseries et pour ton talent, quoi. Mais c'est vrai que nous, on admire les chefs, quand même, les gens qui bossent, ça, qui sont pas spécialement connus sur les réseaux, quoi, mais juste qui ont bossé et qui sont à des niveaux incroyables, parce qu'en fait, eux, tu sais qu'ils ont bossé depuis peut-être 14 ans, et en fait, ils ont trimé pendant des années, ils ont été commis, comme ça sous-chefs. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que tu te développes. Nous, on l'a pas eu avant, donc et à l'âge qu'on a maintenant et de ce qu'on fait, c'est compliqué de revenir à la base. On peut pas te dire du jour au lendemain, bon allez, moi j'arrête tout, je vais éplucher des légumes pendant un mois. On peut pas faire ça. Donc on essaie d'évoluer autrement. Bien qu'on ait que 25 ans, mais en fait, une fois que tu as déjà fini tes études, quand tu arrives à la fin de ton master, qui est quand même un bac plus 5, donc ça fait quand même 12-13 ans que tu es à l'école, et t'as pas spécialement envie de te dire, ok, je vais tout reprendre à zéro, je vais repasser le CAP, je vais commencer commis, etc. Enfin, c'est quand même des processus qui sont très longs, et comme nous, on a déjà la chance de s'épanouir dans un truc qu'on adore faire, ça voudrait dire tout mettre en pause pour préparer un CAP où tu dois tout reprendre de zéro. Donc d'un côté c'est formateur, mais c'est quand même assez dur à faire. Et comme on a une activité, faut aussi qu'on gagne de l'argent, donc faut qu'on continue. Voilà, on peut pas tout mettre en pause pendant un an, faire les stages, le CAP, etc. Et du coup, comme on a eu cette chance de faire ça et de passer par la télé, du coup on en profite et on n'a pas spécialement besoin de repartir là-bas. On prend un autre chemin qui se développe aussi pas mal. Oui, voilà. On sait pas vers où ça peut aller. Nous en fait on aime plus le côté pro. C'est vrai que l'émission, c'est une émission d'amateurs parce que c'est ce qu'on est, hein. Mais c'est vrai qu'on a envie vraiment de se professionnaliser parce que c'est justement le genre de pâtisserie qu'on aime, c'est ce qu'on admire vraiment, c'est ce qu'on, je pense, on aspire un peu à être finalement, plus que de se dire voilà, j'étais connue parce que j'ai fait de la télé. Ouais. On a envie de se faire connaître parce qu'on a créé des choses. On se dit tiens, lui il fait des super gâteaux, et pas tiens, je l'ai vu dans le meilleur pâtissier, trop bien, avec les meilleurs codes, c'était super. Alors qu'on crache pas dessus, hein, je veux dire c'est génial, tu sais, c'est vraiment c'est super et moi si je devais le refaire, je le referais 50 000 fois, mais c'est vrai que maintenant, on a envie un peu de se détacher, un peu d'évoluer et d'aller dans ce côté plus pro, quoi. Oui, je trouve que ça fait partie des émissions où t'as le côté, t'as la teinture télé, et du coup, ce qui va quand même un peu avec, mais en même temps, t'as un vrai truc derrière, et je trouve, tu vois, se dire, t'y vas aussi parce que t'as une passion quand même, et qui a un côté très très professionnel. T'y vas pas si tu sais absolument pas faire de dessert et que ça t'intéresse pas du tout, quoi. Et ça, en fait, ça dépend. En fait, quand l'image que t'as du meilleur pâtissier, tu dis c'est une émission. Enfin, quand il te le présente, c'est une émission où c'est les meilleurs pâtissiers de France. Vous êtes triés sur le volet, etc. On prend que des gens qui sont très bons. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils prennent plutôt des gens qui vont faire pas que les gens soient pas bons en pâtisserie, mais le but c'est de faire du divertissement et de vendre un programme, etc. Et du coup, si tu veux, la pâtisserie, elle passe à peut-être pas en dessous, mais au moins au même niveau que la personnalité. Et c'est ça où je disais ce qui peut être un peu dommage dans le sens où tu peux y aller en te disant en fait moi j'y vais parce que j'aime la pâtisserie et que j'ai envie de faire ça, alors que justement il y a un peu la teinture télé qui est en fait c'est quand même une émission de divertissement et en fait, avant d'être une émission de pâtisserie. Et quand t'es là-bas, on te demande de faire des blagues, on te demande en fait c'est pas très scénarisé, mais ils ont quand même besoin de plans pour faire vivre l'émission. Oui, c'est normal, c'est de la télé, quoi. Et du coup il faut s'adapter aux contraintes de la télé, mais par exemple par rapport à des émissions comme Top Chef où c'est ultra professionnel et où le but c'est de dévoiler des nouveaux talents et de faire émerger des gens très talentueux, là on est plutôt dans un divertissement, on les voit cette année, on les verra plus l'année prochaine, mais c'est pas très grave, et de toute façon la plupart ont des métiers, des vies, etc., donc ils ont pas spécialement la volonté de se reconvertir. Oui, le trois quarts des gens n'en font entre guillemets pas rien, mais je veux dire ils se disent juste ils sont très contents d'avoir fait l'émission, et puis voilà que tu vois dans Top Chef eux ils sont déjà pros, clairement. Et eux justement ils remettent un peu leur notoriété en jeu. Nous, entre guillemets, on a cette chance-là, entre guillemets, t'es un mauvais amateur, au pire, t'es un mauvais amateur, et voilà. Et si tu vas jusqu'au bout et que tu veux en faire ton métier, tu peux encore essayer encore que c'est difficile, mais on peut y arriver. Mais être dans Top Chef, c'est vrai que c'est compliqué, puis c'est tellement joli, c'est tellement pro, et puis ça professionnalise vraiment des gens que nous, au contraire, ça nous met un peu dans une case de je fais des petits cakes à la maison, tu vois. Ah, t'as fait de la télé? Cool. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est pas, tu fais de la pâtisserie. En fait, ça dépend des pâtissiers qu'on rencontre, mais soit c'est des gens qui sont hyper mais trop bien, vous arrivez à faire ça, et puis qu'est-ce que vous faites, etc. Ouais, c'est super. Et puis des fois, t'en as qui sont en mode vous avez fait de la télé? Ah, cool. Voilà. Ah, le truc avec Cyril, là, vous faites des cake design et des dessins, là, super. Donc voilà, c'est le petit point négatif, mais.
Mais bon, bref, enfin, ça marche comme ça, donc Oui. on est content quand même. Oui, mais enfin, en tout cas, au moins, ça débouche aussi sur un métier qui est quand même assez différent. Parce Ça. que vous, en plus, enfin, du coup, t'as pas les contraintes de faire à grande échelle, etc. Et en plus, mais par contre, t'as quand même un peu la contrainte de, bah, derrière, faut quand même produire un contenu qui soit cool. Ouais. Oui. Et qui, ça, tu vois, je pense, aujourd'hui, pèse aussi sur plein de pâtissiers, notamment boutiques, etc. Parce que c'est pas du tout leur métier de base. Ouais. Mais pour se faire connaître sur Instagram, etc., il n'y a pas trop le choix. Ouais. Et ça, je trouve que, enfin, c'est un peu aussi le revers de, enfin, pour eux, tu vois, le côté, bah, en fait, tu dois commencer à faire ça. Et si t'es pas passionné, que tu sais pas faire, un peu relou, Ouais. vous, c'est quand même aussi le but. Enfin, il y a quand même tout cet objectif-là. Donc, il y a aussi toute cette professionnalisation-là qu'il n'y a pas quand même dans le métier de base, quoi. Oui, nous, on doit Ouais, savoir sûr. tout faire. T'es Ouais, monteur ouais. vidéo, t'es vidéaste, t'es photographe. Mais l'avantage, tu dois c'est tout que nous, on nous Mais demande ouais, juste vraiment. on nous demande de créer du contenu, on nous demande pas de gérer une boutique. Oui. Alors que des gens qui gèrent une boutique, on leur demande aussi de créer du contenu. Oui. Du coup, on Oui. a une seule tâche, là où des pâtissiers de boutique, on en a deux, quoi. Enfin, ils doivent et faire Oui, leur oui. promo et, donc, enfin, c'est vrai qu'on a cette chance de pas avoir, Oui. de pas avoir besoin. Oui, c'est vrai. Et puis, quand t'as ta boutique, bah oui, t'as tout à gérer. Mm. Si on te dit en plus, bon, maintenant, faut que tu fasses des Oui. vidéos parce Après, que. il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, mais. Ah oui, mais Mm. je comprends que ce soit compliqué, quoi. C'est vrai. Après, bah voilà, c'est pas le même métier. Et puis nous, justement, on a cette chance de pas avoir la contrainte de la production et de la boutique, donc on peut se permettre de faire autre chose. Après, bon, seule contrainte, si je peux appeler ça une contrainte, c'est qu'il faut continuer à produire du contenu. Ouais, c'est ça. Si t'arrêtes oui, de- oui, clairement. Si tu te dis, je pars en vacances 2 semaines, bah, tu sais que tu dois avoir des trucs d'avance parce que voilà, tu sais que tu peux pas partir pendant X temps et laisser tomber ton téléphone parce que t'as pas envie. Non, t'es obligé. Parce que Mm. ça fait partie de ta vie et puis voilà. Donc, Ouais. te dire, je me coupe complètement des réseaux parce que j'ai plus envie, bah alors, faut pas faire Ouais, ce métier-là, quoi. clairement. Voilà. Bon, on pourrait continuer à parler pendant des heures, mais je vois l'heure qui tourne, et du coup, je vais passer un petit questionnaire de Proust des saveurs pour terminer cet épisode. Déjà, Émilie, si Thibaut était un des desserts du livre, ce serait lequel? Le truc le plus chiant à faire, c'est quoi? Le pain, oui. Parce que c'est très technique. Donc déjà, il adore manger Ouais. tous les matins sa petite tartine au fromage. Donc voilà, le pain. Et c'est très technique. C'est un gâteau qu'il a adoré élaborer, je pense. Donc oui, je pense que ce serait ça. Je pense que c'est un de ses préférés. Ah, je vois qu'il lève le pouce. Donc Et Thibaut, du coup, si Émilie c'était un des desserts, ce serait lequel? attention à ce que tu dis, fais très attention. Non, je dirais la fraise. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est coloré, c'est tout petit, c'est mignon, C'est c'est tout brillant, c'est. Rien à voir avec les gâteaux, quoi. Juste une question de physique. Non, et ça me. Non, mais je sais pas, ça fait comme un petit bijou un peu, c'est tout brillant, etc. C'est assez élégant. Moi, je pense que ce serait la fraise. Ok. Thibaut, en 3 saveurs, ça donne quoi? Piquant, oui. Acidulé et très sucré. Et Émilie? Oula, c'est Dur de compliqué. passer après ça, hein. Si je dis amer, tu le prends mal. Oui. Non, c'est pas vrai en plus, tu vois. Euh... Tiens, un mélange d'acide et d'amer, parce qu'elle peut être très. Elle a vraiment deux personnalités totalement différentes et salée. Oui. Parce qu'elle préfère quand même le salé et elle me le répète à chaque fois. Oui, c'est Et à vrai. chaque fois que je veux manger des gâteaux, je me fais disputer, donc Il je ferais mange des plutôt gâteaux, il me le dit tu veux salé. goûter? Je lui dis mais j'en ai marre de manger des gâteaux, donne-moi un truc à manger, quelque chose d'autre que ça. Donc plutôt salé. Ok. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une création à 6 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Alors, il y en a un bon Vous avez le droit à un top 3. Ah, si on a droit à un top 3, alors c'est bien. Sébastien Vauxon, Ok. qu'on a rencontré il y a pas longtemps et qui est vraiment incroyable, tant dans sa gentillesse que dans sa façon de créer et dans sa manière de cuisiner et d'utiliser des légumes et plein de techniques Oui, assez incroyables. il a un panel de choses. Enfin, Ouais. quand tu l'entends parler, t'apprend 50 trucs à la minute, quoi. Ouais. Donc, en Donc gros, ça- Sébastien Vauxon. bah, on va dire quand même c'est de rigoler parce que c'est vrai que Ouais, Oui. pour le symbole. avec tout ce qu'on fait, le trompe-l'œil, enfin, je veux dire, c'est quand même maintenant, c'est devenu une très grosse référence. Et puis, je pense que c'est un mec qui bosse de fou et qui a quand même réussi à créer un empire, hein, Ouais. on va pas se mentir. Donc, lui, je pense que faire un truc avec lui, ce serait quand même fou. On peut faire un top 5. Mais en fait, il y en a tellement qu'on Oui, qu'on oui, adore oui. et que Maxence Bargo, Michael Bartocchetti, etc. C'est des. François Perret, enfin, en fait, c'est Ouais. des gens
qui ont un parcours juste dingue, et alors on suit à mort ce qu'ils font. Et à chaque fois, on est un peu émerveillé parce que c'est des gens qui ont une créativité de fou. Maxime Frédéric aussi, qui a Vuitton ici au Cheval Blanc. Enfin, tu vois, c'est des gens, en fait, ils sont tellement passionnés par leur métier qu'il y a tellement de gens aussi qui sont moins connus aussi des réseaux et tout ça, mais qui ont tellement de talent et qui ont tellement de choses aussi à nous apprendre. Je pense, enfin, moi, en tout cas, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et pour finir, je dirais Aurélien Cohen, parce qu'on va vraiment faire une création à cinéma avec lui, pour le coup, et parce qu'il est vraiment super sympa, et qu'il a une gourmandise dans ses gâteaux, qui est pas dans l'ultra raffiné comme on ferait en palace, mais qui est ultra gourmand, tant dans le visuel que dans les goûts, qui est très réconfortant, et qui donne vraiment envie de croquer de faire un truc bien. Enfin, quand tu vois chez lui, c'est super, lui-même, c'est un mec super, enfin, il y a que du positif, en fait, avec lui. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent des chefs de palace, mais... Oui, mais c'est vrai que on parle des chefs de palace, mais il y a des chefs aussi comme ça, comme Aurélien, qui en fait lui aussi a commencé chez lui dans sa cuisine à faire des trucs. Et nous on trouve ça fou aussi parce que finalement le mec il a sa boutique à Paris, il est reconnu, il fait plein d'événements. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de vraiment très, très chouette, très sympa. Donc bisous Aurélien. Bisous Aurélien si tu nous entends. Maintenant j'ai 4 dernières questions. Déjà Thibaut, agrumes ou chocolat? Agrumes, plutôt la légèreté. Émilie, saveur de printemps ou saveur d'hiver? Saveur d'hiver. Thibaut, cake ou cookie? Cookie, plus sucré. Très bien. Et Émilie, herbe ou épice? Épice. Laquelle en particulier? Tonka, j'adore ça. La cannelle aussi. Des saveurs qui me rappellent un peu Noël. Vu que je suis une grande fan de Noël. Donc, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt en plus. Émilie, tu lui dis Noël ou n'importe quoi, elle choisirait Noël. Ouais, je choisirais Noël toute ma vie. Si toute ma vie pourrait être Noël, toute l'année c'est Noël, oui. Je dis oui, tous les jours. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, quel défi est-ce que vous pouvez nous lancer? En fait, les 30 recettes du livre. C'est carrément. Dans l'ordre. En une journée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Un défi, je dirais cuisiner un légume. Oui, ok. Pâtisser un légume. Pâtisser un légume parce que c'est très intéressant, ça change un peu la façon de pâtisser, ça demande d'autres techniques, ça demande un peu plus de réflexion, et même pour la cuisine, enfin même pour utiliser des fruits derrière, ça permet de trouver des nouvelles techniques assez intéressantes. Les cuisiner de manière pâtissière, on va dire. Parce qu'on fait aussi plein de trucs comme ça, donc cuisiner un légume de manière pâtissière. Et ça change des goûts qu'on a l'habitude d'avoir, et c'est super, c'est hyper donc intéressant. On vous met tous au défi, et on attend les réalisations. Et puis du coup, qui est-ce que vous avez envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? On a déjà entendu plein de tes podcasts, donc on sait déjà à peu près qui est. Beaucoup de personnes sont passées. Bon, Aurélien. Ouais. Non, tu l'as déjà vu? Oui, j'ai même pas écouté. T'as déjà vu Maxime Frédéric? Non, pas encore. Lui, je pense que tu... j'aimerais bien l'avoir. De tout ce qu'on nous dit, c'est quelqu'un de très sympa, apparemment. Moi aussi, tout ce qu'on me dit. Donc lui, ce serait bien d'entendre un peu ce qu'il a à dire sur la pâtisserie, tout ça. Et on écoutera avec attention. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire pour clore cet épisode? Pâtisser bien. Ouais. Pâtisser bien, manger tous plein de gâteaux. Et merci à toi pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était passionnant. Voilà. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!